Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP. Vous connaissez le principe, on reçoit un invité, un homme ou une femme politique autour d'un plat et d'un dessert qu'il a lui-même choisi. Et cette semaine, pour présenter avec moi cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Brigitte, bonjour Aurore Berger. Bonjour. Et cette semaine, nous recevons donc Aurore Berger. Bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, présidente déléguée du groupe majoritaire à l'Assemblée. Vous représentez, on peut dire, l'aile droite de la majorité. Vous adhérez à 16 ans à l'UMP. Vous soutenez tour à tour Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François Fillon, avant de vous rapprocher du candidat Macron. C'est en 2017. Très engagé sur les sujets culturels, vous défendez aussi le bien-être animal, ce qui ne vous empêche pas de ne pas manger de viande, n'est-ce pas Jean-Pierre? Oui, avec un bœuf bourguignon, un plat qui annonce l'hiver, idéal pour égayer nos soirées en mode couvre-feu. Et en dessert, un gâteau qui exige Aurore Berger l'excellence, un moelleux au chocolat. Dans Les Pieds dans le plat, vous nous direz comment enseigner la liberté d'expression à l'école et comment protéger les professeurs après l'assassinat terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. Dans le dessous des plats, une pensée pour notre bœuf. Peut-on en finir avec l'élevage intensif? Nous sommes allés dans le Morvan sur une exploitation qui élève des porcs en plein air. La belle vie, quoi. Allez, on passe à table. Tout de suite, c'est cuisine et confidence. Alors Aurore Berger, vous en avez ras-le-bol assez de ces étiquettes qui vous collent à la peau, un clivante, opportuniste, vous qui avez soutenu, on l'a entendu, tour à tour, Sarkozy, Fillon et j'en passe. Et maintenant, Emmanuel Macron. Alors qu'à table, alors qu'à table, question cuisine, là vous jouez vraiment la carte du consensus avec un plat très fédérateur, un bon vieux bœuf bourguignon des familles. Alors dites-moi si je m'égare quand je dis ça ou si c'est vraiment votre plat préféré. Alors c'est l'un de mes plats préférés parce que c'est un plat d'enfance, c'est un plat que me préparait et que continue à me préparer ma maman. Et donc c'est vrai que quand on m'a demandé de choisir un plat, c'est celui-ci qui spontanément m'est venu parce que c'est celui qui évoque la chaleur de la famille. Alors je vous le tends et puis vous allez le goûter avec nous. Vous nous dire s'il vous rappelle votre enfance là. Voilà, alors, je vous dis restaurant chez Françoise qui cuisine les plats. Je ne sais pas s'il cuisine aussi bien que votre maman. Vous allez nous le dire. C'est très beau. Il est très beau. Et il est fait dans les règles de l'art. Et c'est très bon. C'est le goût que vous reconnaissez? C'est le goût que je reconnais, évidemment, avec ses accompagnements, voilà, évidemment, avec les pâtes, etc. Donc oui, mais je pense que c'est un plat qu'aiment les Français aussi. C'est un plat, je ne sais pas s'il est consensuel. Parce que là aussi, sur le terrain, oui, maintenant, il y a des choses qui sont de moins en moins consensuelles. Moins en moins consensuelles. Et vous êtes assez traditionnel en matière culinaire? Oui, c'est vrai. Je suis pas une grande expérimentale, on va dire ça comme ça. C'est plutôt blanquette, des choses comme ça. Oui, j'aime bien les plats, des plats assez classiques, parce que c'est tout simplement les plats aussi auxquels j'ai pu être habituée. Donc de l'ossobuco, du bœuf carotte, quand c'est pas du bœuf bourguignon, du pot-au-feu. Voilà, sont des plats qui sont, surtout dans cette période, à la fois période plus hivernale et aussi période où on a besoin de réconfort. C'est vrai qu'il annonce l'hiver, ce plat aussi. C'est un peu coucouné, ça. Oui, c'est ça. C'est des plats réconfortants, en fait, je trouve. C'est des plats qui font du bien, ils sont réconfortants. Vous n'êtes pas trop téméraire, exotique. Manger des méduses chinoises, des choses comme ça. Alors j'ai jamais encore testé les insectes. C'est bon, paraît-il. Il y a plein de protéines comme dans le bœuf. Oui, il y a plein de protéines, mais je préfère le bœuf aux insectes. Et est-ce que votre maman vous a livré sa recette? Est-ce qu'il y a chez vous la recette de maman avec des... Alors la recette de maman, elle est plutôt pour le dessert. Qui là a été vraiment transmis, mais qui est une recette que je n'ai pas le droit de dévoiler, voilà, qui doit rester strictement dans la famille, du gâteau au chocolat moelleux. Donc ça, pour le coup, il y a interdiction de dévoiler quoi que ce soit sur la manière avec laquelle maman prépare la recette, mais moi, maintenant, j'ai le droit de le faire. Alors, le bœuf bourguignon de votre maman, mais est-ce que vous le faites vous-même? Est-ce que Aurore Berger est au fourneau avec ses carottes, ses petits lardons et sa macreuse? Comment dire? Pas vraiment. Ah, non, pas vraiment. Je cuisine, pour ainsi dire, pas. Par manque de temps ou par manque de temps? En vrai, par manque de temps, d'abord. Donc, quand je le fais, c'est justement plutôt en famille, entre amis, pendant les vacances. Où là, on met un peu la main à la pâte, on est plusieurs. Mais c'est vrai qu'au quotidien,
Je dois bien l'avouer, je ne cuisine pas. Et donc, quand a été prononcé le confinement, là, j'ai dû m'y mettre. Panique, plus de restaurant. Voilà, j'ai dû vraiment m'y mettre, mais je suis sûre qu'il y a plein de Français. Vous êtes beaucoup fait livrer aussi de la nourriture? Non, parce qu'en plus, dans les Yvelines, vous savez, il n'y a pas forcément beaucoup de livraisons comme à Paris. Donc, du coup, je m'y suis mise. Vous vous êtes lancé dans quoi, par exemple, pendant le confinement? Non, mais dites-nous, c'est le moment d'en parler. Cette émission est faite pour. Oui, les pâtes, c'est des plats qui s'accommodent de plein de choses, les salades aussi. Donc, je n'ai pas testé non plus une palette très, très large. Au-delà des recettes de cuisine et tout ça, est-ce que vous aimez quand même le bon produit? Est-ce que ça vous fait plaisir d'aller au marché, aller chez des commerçants? En tant que député, j'imagine que vous y êtes tous les dimanches sur le marché. Alors, moi, c'est surtout le samedi chez moi. Et puis surtout, on a découvert ou redécouvert surtout, notamment moi dans mon département, tous les maraîchers et toutes les fermes qu'on a à proximité. Donc il y a à la fois ce qu'on peut avoir sur son marché, et puis pendant toute la période de confinement, on n'avait plus de marché. Mais on pouvait aller directement chez le producteur, chez l'exploitant, notamment dans les maraîchages. Donc j'ai fait comme beaucoup de Français, j'ai pu aller aussi me fournir directement chez les producteurs et dans les fermes. Donc le bio quand même, c'est quelque chose que vous regardez si vous pouvez, ou ça dépend. Les circuits courts. Alors circuit court, ça oui, j'essaye vraiment de le faire, un peu par militantisme aussi local, parce que je pense que c'est important de faire vivre ceux qui travaillent à proximité de chez nous et qui travaillent bien en plus. Et après, bio quand c'est possible. Et puis de toute façon, même quand c'est pas bio, on a honnêtement une agriculture de qualité en France. Je crois que les Français l'ont découvert ou redécouvert justement pendant le confinement. Et donc, on peut s'alimenter de manière, déjà à des prix qui sont raisonnables dans notre pays, ce qui n'est pas toujours le cas. Et on peut bien s'alimenter, d'autant plus qu'en cuisine, en effet. En allant au contact des producteurs, comme vous l'avez fait pendant le confinement, vous avez découvert des choses, des nouveaux légumes, des nouveaux fruits? Alors choses non, honnêtement, j'ai pas vous avez ou des nouvelles façons de les préparer avec ces producteurs? Alors, soyons honnêtes, mon niveau de cuisine reste quand même assez basique. J'ai pas l'ambition de vous mentir là-dessus. Vraiment, j'ai fait du basique, mais j'ai fait. Ce qui était déjà assez nouveau pour moi. Mais non, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de voir la palette qu'on a, qui est extrêmement large. Parce que moi, j'ai la chance, en tout cas dans mon département, d'avoir du maraîchage et de l'élevage, et aussi ceux qui produisent leur pain. Enfin, vraiment, on a cette culture-là, et on a de la chance de l'avoir. Et donc, je crois que ça, c'était important. Vous nous dites, j'aime les plats de mon enfance et je continue à en manger. Est-ce que vous mangez autant de viande qu'avant? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même cette pression sur la viande, sur le côté écologique aussi, de l'élevage. Alors, je n'ai pas arrêté de manger de viande et je n'arrêterai pas de manger de viande, déjà parce que j'aime ça, tout simplement. C'est des goûts qui, moi, m'intéressent, notamment que ce soit le bœuf, que ce soit le porc, que ce soit le lapin. Enfin, voilà, moi, c'est des aliments que j'aime. Après, je pense qu'on est tous de plus en plus soucieux, à la fois sur la quantité de viande qu'on peut ou non consommer. Et c'est vrai qu'en France, on en consomme beaucoup, mais surtout sur la qualité et sur la traçabilité des produits qu'on consomme. Ça, je pense qu'on a tous pris l'habitude, quand on va chez le boucher ou sur son marché, de demander où a été élevée la viande, où est-ce qu'elle a été éventuellement abattue, quelles sont les méthodes, etc. Ça, je pense que la traçabilité, on y est tous très attachés. Après, je ne suis pas devenue végane, donc à la fois je suis très attachée à la question du bien-être animal, oui, mais pour autant, j'assume de dire qu'on peut évidemment élever des animaux, y compris à des fins d'élevage, de manière à pouvoir Vous avez nourrir les mêmes exigences avec le poisson, par exemple? C'est vrai que je l'ai peut-être moins. Enfin, je regarde d'où ça vient. Parce qu'il y a de l'élevage, parce qu'il y a des Alors, je regarde d'où ça vient, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait plus sauvage que d'élevage, notamment sur le saumon, qui est assez caractéristique de ce point de vue-là. J'en consomme objectivement moins que de la viande. Et donc, je fais plus attention quand je consomme de la viande, mais y compris, je pense, quand on est au restaurant, de fait de demander d'où proviennent les aliments. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, d'autant plus que nous, notamment dans ce territoire en Île-de-France, on a la chance de pouvoir s'alimenter de manière assez locale. Donc, me dire que ce serait un bœuf qui provient, si ce n'est d'Île-de-France, mais même parfois de l'étranger, là, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'aurait pas de sens. Et ça, je pense que c'est notre vigilance à nous, de consommateurs, qui doit vraiment être beaucoup plus aiguisée, et qui l'est de plus en plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que les restaurateurs ont changé la donne, que nos producteurs ont changé la donne, et qu'il y a beaucoup plus de traçabilité que ce qu'on pouvait avoir avant. On va continuer à en parler, mais on va voir si vous êtes vraiment incollable. Tout de suite, c'est le quiz.
Alors, chantre du bien-être animal, Aurore Berger, vous n'êtes pas fan, bien sûr, des poules en batterie, même si c'est compliqué de les interdire. On verra ça peut-être tout à l'heure dans la discussion. C'est le thème, en tous les cas, de ce premier quiz. On va voir si vous êtes incollable en matière de volaille. Laquelle de ces appellations ne correspond pas à une espèce de poule, vous pouvez le voir sur l'écran. Donc, A, c'est la counue du Forez. Le Forez, c'est la région autour de Saint-Étienne. B, c'est la solognotte. C, c'est le coucou de Rennes. Et D, la gauloise dorée. Donc parmi ces 4 appellations, il y en a une qui ne fait pas référence à une volaille ou à une poule, pour parler plus prosaïquement. À une poule. Écoutez, honnêtement, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais je vais dire la dernière quand même. La gauloise dorée? Ouais. Oh, avec un nom pareil, non. C'est vraiment une poule de chez nous, dorée et gauloise. Non, la réponse B, c'est solognotte, parce qu'on change complètement d'espèce. C'est une espèce d'agneau. Voilà. Alors, peut-être voir la photo. Voilà, solognotte. Ah, magnifique. Et pour le coup, je ne mange pas d'agneau. Oui. C'est un des rares animaux que je ne mange pas. Et la coucou de Rennes aussi existe. C'est joli. Très bien. Mais écoutez, je découvre. Je découvre. Il faudra que j'aille voir sur place. On a un deuxième quiz pour vous. Alors, votre père, Alain Berger, est la voix française de Sylvester Stallone. Ça nous a évidemment beaucoup interpellés quand on a lu ça. Il a notamment interprété Rambo pour jouer ses rôles d'acteur. Alors, Rambo, il se musclait grâce à des régimes qui étaient hyper protéinés. C'est donc le thème de ce quiz que vous allez pouvoir découvrir. Lequel de ces morceaux de viande est le plus protéiné? Alors, A, la bavette de bœuf, B, le foie de veau, C, le gigot d'agneau et D, le filet rôti maigre de porc. Plus protéiné? Oui. Celui que mangeait le plus. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un des 4, pour être honnête, qu'il aurait mangé. Manger des gélules plutôt, non? De la poudre protéinée. Je ne sais pas. Je sais qu'il s'entraînait en cognant contre Mais de aussi, la viande dans des chambres froides. Il faisait des régimes hyper protéinés pour être très musclé. Je crois que ce ne soit pas tout à fait naturel. Écoutez, j'hésite entre les 2 premiers. Je veux dire le bœuf. Ah mais non, mais ni l'un ni l'autre. Ah alors. Bon, oh là là, je suis vraiment très mauvaise sur ces quiz. Alors c'est le rôti de porc, c'est ça? Le rôti maigre de porc, qui porte mal son nom. Oui, avec près de 30 grammes de protéines pour 100 grammes, c'est-à-dire un tiers de protéines, alors que les autres, on est plutôt près de 19 grammes ou 22 grammes. C'était une question. Dit le foie de veau en fait, je me serais trompée. Oui, mais moi aussi je me serais trompée aussi. C'est gentil de me faire culpabiliser. Alors vous êtes très engagé en politique et pourtant donc on a appris que votre père était la voix de Sylvester Stallone, votre maman la voix d'une actrice très connue des Feux de l'amour. On parlait Amour, politique. gloire et beauté, attention. Amour, gloire et beauté, oh là mon Dieu, quelle erreur. Et du coup, on parlait, c'était quoi? Vous étiez baigné dans ce monde de la culture ou dans le monde politique ou les deux? Vous avez fait les deux, le transfert? Les deux, mais mes parents sont comédiens, donc j'ai la chance d'avoir été élevée dans les livres, élevée dans la musique, en allant depuis ma plus tendre enfance au cinéma et au théâtre. Donc ça, je pense que c'est une chance inestimable en termes de transmission, et ça j'en ai bien conscience. Mais j'ai aussi été élevée et aimée d'ailleurs dans le débat. C'est-à-dire que pour le coup, au travers des repas familiaux qu'on pouvait avoir, même si on était 3 à table, puisque je suis unique, on parlait tout le temps politique. Et donc, depuis Parce que vos parents étaient passionnés de politique également? Parce que je pense, comme beaucoup de Français, ils aiment la vie politique. Ils n'aiment pas toujours les hommes et les femmes politiques, mais ils aiment la vie politique. Et Génération 68 un peu ou pas? Génération complètement 68. Mon père était au Conservatoire d'art dramatique de Paris en 68. Donc il a mené la fronde du conservatoire à ce moment-là, contre les barricades droite. Et tout. Il a tenu en fait le conservatoire pendant 68, y compris face à des tentatives d'intrusion de l'extrême droite. Maman passait son bac cette année-là. Ils ont été très engagés. Papa encore plus parce qu'il était étudiant à cette époque-là dans les différents mouvements, les manifestations. Ma grand-mère se souvient être allée le récupérer au commissariat. Donc non, il a été extrêmement engagé dans cette période. Et donc je pense qu'en tout cas, cette fibre-là, qui n'a jamais été un engagement partisan, ils n'ont jamais adhéré à un parti politique, mais cette fibre d'engagement, moi, ils me l'ont clairement transmise. Et puis j'ai eu la chance d'être entourée de beaucoup d'adultes. En fait, il y avait tout le temps des amis de mes parents qui venaient à la maison et d'avoir toujours eu la chance de pouvoir être avec eux à table. Le monde de la culture, qui est très politisé quand même. Il y avait aussi le monde de la culture. Oui, mais moi je l'ai jamais ressenti comme ça. Moi j'avais la chance politisé au sens noble du terme, qu'il y a des avis qui. Oui, il y avait des avis tranchés. Engagés, quoi. Mais j'avais la chance d'être avec des gens qui étaient intelligents, qui transmettaient, qui apprenaient des choses. Et on n'a jamais considéré que parce que j'étais une enfant, j'avais pas le droit de m'exprimer. Donc même si j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'étais vous donniez votre avis, vous participiez à tous ces débats-là.
Je vous ai vu tiquer tout à l'heure quand je vous présentais sur l'aile droite de la majorité. Souvent, on attribue les intellectuels au monde de gauche, finalement, à la gauche. Est-ce que c'est une erreur et est-ce que ça vous choque ? Non, mais j'ai tiqué sur aile droite et sur aile gauche parce que moi, j'aime plus me définir comme ça parce que sinon, ça veut dire qu'En Marche, ça fonctionne pas. C'est-à-dire, on n'a pas créé La République En Marche et moi, j'y ai adhéré après la primaire de la droite. Moi, je fais toute la campagne d'Alain Juppé. Alain Juppé perd la primaire de la droite et je fais le choix de ne pas m'engager pour François Fillon parce que justement, je considérais que ça correspondait pas aux valeurs et aux convictions qui étaient les miennes et que j'avais envie de porter dans cette campagne. Et je rejoins Emmanuel Macron aussi sur cette promesse-là qui est de dire finalement, est-ce qu'on ne peut pas réussir à faire travailler ensemble ce que nous ont demandé 1000 fois les Français, des gens qui finalement n'étaient pas si éloignés. Et donc si moi-même, après 3 ans en tant que députée, je continue à dire je représente l'aile droite, etc., je ne pense pas. Je représente et je porte des convictions qui sont les miennes et qui n'ont pas changé. Mais je crois que c'est heureusement un peu plus compliqué que ça aujourd'hui. Juste une petite curiosité, Brigitte, parce que quand on a un papa qui prête sa voix à un boxeur, quand on doit aller se coucher... Rocky, hein. Rocky, oui, et Sylvester Stallone, quand on doit aller se coucher, on doit filer doux, non ? Quand on est enfant et que non, le papa mais j'ai la chance au lit. d'avoir eu... Alors, il ne m'a jamais parlé de la même manière, rassurez-vous, il interprète des rôles. Non, mais c'est ce que je voulais savoir. Son meilleur rôle est quand même celui d'être papa. Et donc, son premier rôle, c'était celui-ci. Et vous ne l'avez jamais rencontré, Sylvester Stallone ? Alors, mon père l'a rencontré à plusieurs reprises, mais pas moi. Mais mon père l'a rencontré à plusieurs reprises. En France, on sait que le déjeuner occupe une assez large place, et notamment en politique. Alors, on vous a demandé de réfléchir à un souvenir politique, c'est la brève de comptoir. Alors effectivement, il se passe quand même beaucoup de choses en politique et notamment à table avec des hommes ou des femmes politiques. Est-ce que vous avez une longue carrière politique malgré votre jeune âge, est-ce que vous avez un souvenir qui vous est revenu ? Alors c'est vrai qu'on m'avait posé la question, j'ai essayé de me souvenir s'il y avait vraiment un repas marquant ou pas. Et en fait, j'ai pas vraiment trouvé 2 repas avec un homme ou avec une femme politique qui voilà, aurait marqué mon esprit. Mais sur la question du repas et de la place du repas en politique, moi, il se trouve que la circonscription qui est la mienne est aussi celle de Gérard Larcher. Donc, vous aurez remarqué qu'il y a un certain nombre de différences entre lui et moi. Et il a une réputation, en effet, de gastronome, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est vrai que quand on se retrouve très régulièrement ensemble dans des manifestations, dans des événements, notamment dans des cérémonies de vœux, disons qu'on n'a pas tout à fait la même pratique après du buffet ou de la table, etc. Donc il y a eu gastronome, c'est plutôt l'audateur. Hein. Oui, non, mais je le dis de manière positive parce que je pense qu'en France, être un bon vivant, c'est plutôt quelque chose de positif et j'ai pas l'impression non plus de trop me restreindre. Mais c'est vrai que c'est un peu différent et c'est vrai que nous aussi, à l'Assemblée, je sais qu'on a un peu bousculé les habitudes alimentaires. Justement, la fameuse buvette de l'Assemblée où on ne mangeait que du quinoa et du Coca Light. Alors non, j'ai jamais mangé de quinoa, mais le Coca Light, ça oui. Ça oui, et c'est vrai qu'on consomme beaucoup moins d'alcool à la buvette de l'Assemblée. C'est pareil, je vous dis, en circonscription, parce qu'ils étaient habitués à servir d'autres choses. Ou quand des maires m'invitent pour faire des déjeuners, c'est vrai que voilà. Après, on correspond à des générations aussi qui sont différentes. Donc je pense que le rapport à la table reste extrêmement important, ça oui. Mais comme on est aussi très nombreux députés, notamment dans celles et ceux qui sont arrivés il y a 3 ans, on avait des vies professionnelles auparavant, on a eu aussi des rapports un petit peu différents de ceux qui ont été élus depuis 30 ans, qui avaient ces habitudes de grands banquets républicains. De banquets, et puis de repas qui s'étirent, etc. Nous, on a un petit peu changé la donne. Je ne sais pas si c'est bien. En tout cas, je sais que voilà, il y a eu une baisse de la consommation d'alcool à l'Assemblée. Allez, on va parler un peu politique maintenant. Et on va passer à la deuxième partie de cette émission. On met les pieds dans le plat. Dans les pieds dans le plat, vous nous direz si Emmanuel Macron a trop attendu avant de lutter contre le séparatisme. Faut-il ajouter un volet sur l'éducation ? Sinon, comment mieux protéger les professeurs ou comment mieux enseigner la laïcité ? Les réseaux sociaux se font l'écho de propos terroristes. Comment sanctionner les auteurs ? Que peut-on attendre des plateformes ? Élodie Aucher, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes journaliste politique, on peut vous voir notamment sur CNews. Et puis Jim Jarassé, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. L'attentat qui a visé Samuel Paty a eu lieu à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines. C'est aussi le département où vous-même êtes élu. Quand on est député, quand on représente précisément ce territoire, comment on vit ce drame ? C'est un département qui a été soumis à rude épreuve. On avait aussi vécu l'assassinat des 2 policiers au Mureau qui avaient été assassinés dans leur domicile et devant leurs enfants. Donc malheureusement, c'est un département qui a déjà subi des drames innommables.
Là, je crois que celui-ci, il y a eu un effet de sidération qui a été encore plus puissant parce que c'était en plein jour, en pleine rue, un enseignant qui enseignait tout simplement, en fait, et qui a été uniquement assassiné pour le fait d'avoir enseigné. Donc ça a suscité une vague d'émotions, évidemment, à travers l'ensemble du pays, mais je pense d'autant plus forte dans le département où très vite on a eu besoin de se retrouver. Donc il y a eu beaucoup d'hommages citoyens dès le lendemain, dès le samedi. Moi j'y étais dans un village, une toute petite commune de ma circonscription, parce que les gens avaient besoin de parler. Qu'est-ce qu'ils vous disaient justement les administrés ? Déjà, il y avait eu le fait d'avoir besoin d'être ensemble et de partager cette sidération, parce que finalement on avait du mal à réaliser ce qui s'était passé. C'est ça qui, à mon avis, on a encore du mal aujourd'hui, une semaine après, à réaliser que ça ait pu se produire. Et que ça ait pu se produire à l'encontre d'un enseignant uniquement pour le simple fait qu'il est enseigné, que des collégiens les désignaient, et donc finalement les envoyaient à mort. Alors, j'ose espérer qu'ils n'en avaient pas conscience, au moins ils l'ont fait. Mais enfin, il y a tout cet enchaînement de faits en plus qui ajoute à l'horreur du crime qui a été commis et qui rajoute, encore une fois, aussi ce que je disais, au sentiment d'impuissance. C'est-à-dire comment, en tant que citoyen, on peut concrètement aussi agir, qu'est-ce qu'on aurait pu ou dû faire. Et une inquiétude très forte, évidemment, de la communauté enseignante. Les enseignants étaient en vacances à partir du vendredi soir et ils s'inquiètent. Et je comprends évidemment pour la rentrée scolaire comment cette rentrée va se passer, comment expliquer aux enfants à nouveau leur métier, est-ce que ça va changer un rapport entre les enseignants et les parents d'élèves qui vont peut-être enfin se sentir plus solidaires des enseignants et de ce qu'ils sont passés. Vous avez évoqué la commune des Mureaux, c'est la commune qu'a choisi Emmanuel Macron pour présenter son texte sur le séparatisme. Il le présente plus de 3 ans après son arrivée à l'Élysée, alors que la menace terroriste finalement est connue de longue date, au moins depuis 2015 et les premiers attentats de Charlie. Est-ce qu'il n'a pas trop tardé quand même, Emmanuel Macron, à prendre conscience de l'ampleur de ce phénomène ? Je crois que la prise de conscience, elle est dès le premier jour déjà, parce que pendant la campagne présidentielle elle-même, juste avant le premier tour, on a un attentat qui se produit sur les Champs-Élysées. Et donc, je pense que aucun candidat à l'élection présidentielle, aucun président de la République peut ne pas avoir conscience de l'ampleur de la menace qui pèse sur chacune et sur chacun d'entre nous. Après, la question, c'est comment est-ce qu'on doit adresser cette menace ? Est-ce que c'est de nouveaux textes législatifs qui sont nécessaires ? On a eu à la fois, au tout début du mandat, la sortie de l'état d'urgence qui avait été annoncée pendant la campagne présidentielle et un certain nombre de ces mesures qui sont entrées aussi dans le droit commun. Vous vous souvenez aussi du débat que ça avait suscité à l'époque, où on nous disait qu'on allait trop loin, on restreignait les libertés publiques, qu'on ne devait pas intégrer ces mesures dans le droit commun. Mais en fait, évidemment que si, malheureusement. On aurait tous préféré que ces mesures n'aient pas à être intégrées dans le droit commun, mais ça devient nécessaire parce qu'encore une fois, la menace, elle est permanente. Et puis après, il y a la question du discours en politique. Est-ce qu'on a besoin à un moment d'avoir un niveau d'expression ? Et on attend en vérité que ce soit systématiquement le président de la République qui le fasse. C'est-à-dire que sur ces sujets, sur ces questions-là, qui sont des questions à la fois sur l'identité de notre pays, sur la capacité à résister à la menace, qui peut être autant intérieure qu'extérieure, est-ce qu'on attend la parole du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur ou des parlementaires? En vérité, c'est la parole présidentielle qu'on attend et je pense que c'était nécessaire que lui-même puisse s'exprimer sur cette question. Aurore Bergé, sur ces 3 ans, je rebondis sur la question de Jim. On voit que le gouvernement fait feu de tout bois aujourd'hui. On a l'impression qu'ils veulent rattraper quand même ce temps perdu, ces 3 ans de perdu. Ça donne cette impression. On voit Gérald Darmanin qui est partout. Partout, effectivement. Est-ce que vous n'avez quand même pas conscience peut-être que ces 3 ans n'ont pas été mis à profit pour faire toutes les mesures qu'on est en train de prendre aujourd'hui, pas dans la précipitation, mais c'est assez spectaculaire. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a qu'est-ce qu'on a pu faire en 3 ans et il y a le moment particulier qu'on vit. En 3 ans, on a augmenté les capacités de nos forces de l'ordre. On a continué les recrutements. On a enfin remis d'équerre les renseignements territoriaux qui avaient été complètement sapés. Et on voit bien à quel point on a besoin d'avoir des renseignements dans nos territoires et pas uniquement organisés au niveau national. On a fermé des lieux de radicalisation. On a pris des dispositions pour lutter contre les écoles qui sont hors contrat, etc., etc. Donc on a un certain nombre non seulement de dispositifs nouveaux qui ont été mis en place, de moyens qui ont été renforcés, et un caractère opérationnel aussi. Encore une fois, 356 lieux de radicalisation qui ont été fermés en 3 ans, c'est tout sauf anodin, et évidemment un certain nombre d'attentats déjoués. Après, il y a 2 choses. 1, on communique rarement sur les succès.
on le sait, ce n'est pas la culture du ministère de l'Intérieur. Et on comprend aussi pourquoi on ne doit pas communiquer sur ces succès pour justement ne pas créer un climat qui soit un climat trop anxiogène. Après, ce que je remarque aussi, c'est que peut-être que pour la première fois, je ne sais pas si c'est durable ou pas, et c'est peut-être ça aussi qui permet cette accélération. Aujourd'hui, dans les mesures qui sont annoncées et mises en œuvre par le ministre de l'Intérieur, c'est qu'enfin, tout le monde donne le sentiment d'avoir pris conscience du problème. Mais ce n'était pas le cas il y a 3 ans. On voit que beaucoup a été fait, mais il y a quand même un trou dans la raquette, et notamment là, on le voit, c'est sur les réseaux sociaux. Vous avez essayé avec la loi Avia de contrôler ou de donner les moyens aux plateformes, en tout cas, qu'elles contrôlent davantage. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut changer la Constitution pour pouvoir intervenir sur les réseaux sociaux, freiner ces messages de haine ou voir ces appels au meurtre? Je comprends cette question, mais déjà, il y a plusieurs choses. Ce que j'entends sur l'anonymat sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout le problème qui s'est posé là. Non. Personne ne s'est exprimé de manière anonyme. Pour autant, vous n'êtes pas pour la levée de l'anonymat? Sauf ceux qui ont répondu au tweet, mais on peut les retrouver. Mais eux, ils étaient anonymes. Il s'est exprimé sous son nom. Celui qui dirige une association islamiste, il s'est exprimé sous son nom. Donc on ne lève pas l'anonymat. C'est une vraie question, la question de la levée de l'anonymat. Vous avez aussi sur des réseaux sociaux aujourd'hui des enseignants qui s'expriment de manière anonyme pour aussi raconter ce qu'est leur métier, des avocats, des magistrats, etc. Vous pouvez aussi considérer que dans un certain nombre d'autres pays qui sont moins démocratiques que le nôtre, si vous n'avez pas la garantie de l'anonymat, vous avez des militants politiques qui ne pourront plus s'exprimer. Oui, mais l'anonymat ne pose problème qu'effectivement s'il est porteur de haine. En tout cas, dans ce qui s'est passé, dans cet attentat, c'est pas la question de l'anonymat qui est en question. Et preuve en est, encore une fois, ils se sont exprimés à visage découvert, ce qui est peut-être encore plus inquiétant d'ailleurs sur ce que c'est dit. Après, sur la question des réseaux sociaux, ils sont un vecteur avant tout, et ils sont le syndrome d'une société qui est malade. Et qui est malade parce qu'en effet, dans les 20 dernières années, et c'est ce que je disais cette semaine à l'Assemblée, c'est-à-dire qu'on a eu 20 années de naïveté et de lâcheté sur ces sujets-là. Donc, est-ce qu'il faut renforcer les règles sur la question des réseaux sociaux? Peut-être. Est-ce qu'il faut surtout renforcer l'efficacité opérationnelle? C'est-à-dire que quand on voit qu'il y a un harcèlement ciblé qui est en train de se mettre en place à l'encontre d'un enseignant ou à l'encontre, je sais pas, d'un pompier, d'un journaliste, d'un fonctionnaire, enfin, de quelqu'un qui est dépositaire d'une forme d'autorité ou de pouvoir public, alors comment le signalement doit être fait et comment les contenus doivent être retirés. Est-ce que pour autant, on considère qu'il faut donner le pouvoir aux plateformes de décider par elles-mêmes quels sont les contenus qui mériteraient d'être retirés? Je ne sais pas, certaine qu'on ait envie d'en arriver là et que ce soit une bonne chose qu'on en arrive là. Parce qu'encore une fois... Donc c'est à la puissance publique de pouvoir contrôler ça. Je pense que c'est à la puissance publique de pouvoir le contrôler, de le mesurer. Je pense que c'est à la puissance publique de renforcer les moyens. Pharos, notamment, qui est la plateforme de signalement, doit avoir ses moyens financiers et donc humains être largement confortés. Vous voyez aussi aujourd'hui, par exemple, que le risque que vous avez quand vous demandez aux plateformes de contrôler et donc de retirer des contenus, c'est finalement, elles ouvrent le parapluie et donc que vous ayez un certain nombre de contenus qu'on ne veut pas voir être retirés, qui le soient demain. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de militants qui sont des militants laïcs, républicains et qui ont vu leur contenu sur Twitter être retirés. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, vous avez des milliers de signalements à l'encontre de comptes qui sont des comptes complètement démocratiques et républicains. Et donc, forcément, la plateforme, ne voulant pas prendre de risques, préfère retirer ses contenus. Les Femen ont vu leur contenu être retiré. On peut contester leurs modalités d'action, mais enfin, objectivement, on voit bien qu'on ne peut pas les comparer à des modalités d'action des islamistes dans la manière avec laquelle ils se propagent sur les réseaux sociaux. Donc, moi, je suis très vigilante sur ces questions-là. Plus globalement, depuis vendredi, les partis politiques font assaut de propositions sur la question de l'islamisme radical. La droite réclame, elle, de façon assez classique, un durcissement des mesures, un renforcement de l'arsenal pour faire la guerre face à ce fléau. La gauche, elle insiste plus sur la question des inégalités, de la ghettoisation. Est-ce que En Marche peut incarner une sorte d'en même temps entre ces deux voies, ces deux solutions pour lutter contre le fléau de l'islamisme radical? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'en même temps possible sur cette question? Sur la question de la lutte contre le séparatisme islamiste, il n'y a pas d'en même temps possible. Ça, je le dis de manière très claire. Quand on veut lutter contre le séparatisme islamiste et qu'on dit qu'on est un pays qui est en guerre parce que justement on nous a déclaré cette guerre-là, alors on doit lutter de manière extraordinairement efficace. Ça veut dire lutter contre la radicalisation, ça veut dire lutter contre la déscolarisation, ça veut dire renforcer les moyens opérationnels de nos forces de l'ordre, ça veut dire expulser les étrangers qui sont radicalisés, comme ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, ça veut dire fermer des lieux de radicalisation, ça veut dire la question du contrôle des prêches aussi qui peuvent être faites.
sujet, c'est la question de la radicalisation en prison, c'est-à-dire c'est l'ensemble de ces champs qui doivent être largement confortés et renforcés. Après, se dire que le terrorisme se nourrit du séparatisme islamiste et finalement a un terreau qui est plus favorable, évidemment, malheureusement, sur des quartiers qui sont des quartiers plus en tension, qui sont des quartiers plus prioritaires, qui sont du quartier où vous avez une forme de séparatisme social. Oui, mais je pense qu'il ne faut surtout pas qu'on mélange ces deux sujets, parce que déjà, rien ne justifie qu'on puisse accréditer ces thèses, qu'on puisse les propager. Sans relativiser, mais... Oui, mais moi, je vois bien le relativisme qui existe dans un certain nombre de partis à gauche, c'est-à-dire que quand on a un attentat comme celui qu'on a vécu la semaine dernière et que la première réponse n'est pas une réponse d'une extrême fermeté républicaine, mais que tout de suite, c'est une réponse qui cherche à comprendre, si ce n'est à excuser, en tout cas à amoindrir ce qui s'est passé en disant finalement le vrai problème, il n'est pas dans la lutte contre le séparatisme islamiste, mais il est d'abord dans la lutte contre telle ou telle, je sais pas, communauté, organisation. Jean-Luc Mélenchon à propos des Tchétchènes. Oui, enfin, Jean-Luc Mélenchon se réveille sur le sujet. Tant mieux, un grand bien lui fasse. Moi, je ne suis pas allée à la manifestation dimanche parce que je n'avais pas envie de marcher à côté de la France insoumise. Qui avait marché dans la marche contre l'islamophobie. Et à un moment, on ne peut pas, sur ces sujets-là, tergiverser en permanence. On ne peut pas être hypocrite sur ces questions-là. Moi, je ne marche pas à côté de ceux du comité Adama Traoré. En fait, à un moment, si on veut lutter avec efficacité, il faut enfin qu'on dise clairement quel est le mal dans ce pays et qu'on l'adresse. Et quand vous dites finalement il y a une accélération aujourd'hui, je pense que cette accélération, elle est possible aujourd'hui parce que vous avez enfin un climat politique qui change dans le pays et qui n'est pas un climat politique qui viendrait donner raison à l'extrême droite, parce que c'est tout de suite de cela que l'on est accusé immédiatement. C'est juste un climat politique qui dit qu'enfin, on considère, et qu'il y a pour l'instant en tout cas une forme de concorde qui existe là-dessus pour se dire que le mal qu'on doit traiter, il ronge notre société et qu'on ne peut plus accepter que ça continue. Concorde, y compris au sein de votre majorité. On a vu que le gouvernement souhaite remanier l'Observatoire de la laïcité qui est dirigé par des anciens socialistes, en l'occurrence Jean-Louis Bianco, qui sont accusés d'être... ambigu ou laxiste, je ne sais pas quel est le terme. Il y a un certain nombre de députés de votre groupe qui ont pris la défense justement de Jean-Louis Bianco et de Nicolas Cadenne qui dirigent cet observatoire. Est-ce que du coup il y a deux lignes au sein de la majorité ? Alors déjà c'est un sujet qui est quand même un peu différent de celui de la lutte contre le terrorisme. Ouais. Quand même. Après, ma question, c'est pas est-ce qu'ils sont anciens socialistes, UMP, LR, c'est pas le sujet. La question, c'est quelles sont les missions qu'on assigne à l'Observatoire de la laïcité. Si on considère que l'Observatoire est utile parce qu'il permet justement d'observer les phénomènes que l'on a dans notre société, de mesurer les atteintes qui sont faites à la laïcité, comme par exemple Jean-Michel Blanquer le fait de manière très claire au sein de l'école, alors il faut qu'on ait des gens qui soient inflexibles sur ces questions-là. Or, je considère qu'aujourd'hui, l'Observatoire de la laïcité a passé plus de temps à lutter contre des laïcs dans notre pays qu'il n'a passé de temps, finalement, à essayer de renforcer les principes qui sont les nôtres. Ils ont eu des attitudes qui sont ambiguës, ils ont accepté de préfacer des livres, par exemple. Quand on accepte de préfacer le livre de l'avocat du CCIF, je suis désolée, mais je crois que ça interpelle quand même. On n'est pas sur une association, on est sur un organisme qui est un organisme public, d'État, financé par les Français. Donc, moi, je pense que l'outil est utile, mais qu'aujourd'hui, son pilotage est inefficace, voire même contre-productif. Donc vous êtes de seuls qui disent qu'il faut faire le ménage dans ce... Je crois que dans la période, il faut accepter de faire le ménage partout où c'est nécessaire pour qu'enfin, on ait des principes républicains et laïques qui soient très clairement énoncés et qui soient très clairement ensuite mis en œuvre, tout simplement. Et donc la question, ce n'est pas pour ou contre telle ou telle personne ad hominem, c'est juste, si l'outil est bon, alors il faut encore une fois que il en ait les moyens et que celles et ceux qui l'incarnent soient conformes à la ligne qui est celle du gouvernement. Et vous parliez de nommer le mal. Vous, notamment, vous aviez pointé du doigt, justement, la responsabilité du collectif contre l'islamophobie en France, disant qu'ils avaient participé à cette chasse à l'homme. Maintenant, Gérald Darmanin veut le dissoudre. Mais est-ce que c'est pas un petit peu tard, ce mal? Vous le connaissiez finalement avant. Et c'est justement maintenant que les mesures sont prises. Il a fallu en arriver là pour qu'enfin on prenne des mesures?
Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir tardé à nommer les choses. Vous pouvez retrouver des déclarations de ma part sur ces sujets-là qui sont tout à fait constantes. Moi, je n'ai jamais eu de difficulté à nommer le mal sur l'islamisme en particulier. Sur le CCIF, ça fait de nombreuses années qu'on est un certain nombre à dénoncer cette organisation et que oui, on a eu parfois l'impression de ne pas être suffisamment soutenu dans la manière avec laquelle on pouvait dénoncer les choses. Parce que c'est difficile aussi de les combattre. Parce qu'à partir du moment où vous les combattez, vous êtes attaqué en diffamation, parce qu'ils mènent une guérilla qui est une guérilla judiciaire à l'encontre de celles et ceux qui osent leur apporter la contradiction, parce que vous vous retrouvez avec un certain nombre de menaces qui sont proférées là, notamment sur les réseaux sociaux. Vous souhaitez la dissolution. Moi, je souhaite cette dissolution. Ça va être le cas, vous pensez que cette procédure, elle va pouvoir aller à son terme? Le ministre a clairement dit qu'il souhaitait que ça puisse être dissous. C'est quand même pas un hasard si dans ce qui s'est produit, systématiquement, les parents d'élèves qui se sont insurgés et qui ont commencé à mener ce lynchage et cette chasse à l'homme se sont revendiqués à chaque fois du CCIF, ont donné les coordonnées du CCIF. Donc, à aucun moment, évidemment, le CCIF n'a dit stop sur la manière avec laquelle ce professeur était mis en cause. Au contraire, à chaque fois, puis ça crée un climat dans ce pays qui fait que ils essayent, eux, de créer un véritable séparatisme. C'est-à-dire, ils essayent, eux, de dire aux musulmans dans notre pays, en fait, les lois aujourd'hui dans notre pays sont faites contre vous. Quand ils organisent une marche contre l'islamophobie, ils disent quoi? Ils disent qu'il y a du racisme d'État, il y a un racisme anti-musulman. Sans faire de lien, mais est-ce que la lutte contre l'islam radical, elle passe par ne pas porter le voile pour une femme lorsqu'elle accompagne lors des sorties scolaires ou par l'arrêt des menus confessionnels, le fait de ne pas manger de porc peut-être à la cantine? C'est des débats qu'on a déjà eus. Vous connaissez mes positions. Sur la question des cantines scolaires, moi, je n'ai jamais forcé un enfant qui ne mange pas de porc à manger du porc. Enfin, est-ce qu'il faut un menu particulier ou est-ce que ce jour-là, il mange des légumes, il mange autre chose? Honnêtement, je pense que rouvrir ce débat-là, ce serait extraordinairement contre-productif. Maintenant. Surtout dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'amalgamer ce qui se passe dans une cantine scolaire, là où, en général, ça se passe bien. C'est-à-dire, à un moment, c'est des mères qui ont fait des choix. En général, d'ailleurs, la plupart du temps, il y a des menus végétariens qui ont été mis en place, ce qui permet justement de créer plus de concorde et ne pas diviser entre ceux qui prendraient tel ou tel type de repas. Moi, je ne suis pas pour des repas confessionnels à l'école publique, mais je suis pour qu'il y ait des alternatives, parce qu'en effet, l'enfant, soit qui n'a pas envie de manger de viande ou de manger de porc, on va le forcer. En quelque sorte, et c'est ce qui a été fait. Sur ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de la prise de position de Gérald Darmanin qui a pointé du doigt certaines grandes surfaces qui mettent des rayons communautaires, de nourriture communautaire, en disant qu'il y avait qui faisait une économie là-dessus. Est-ce que c'était utile ? Écoutez, je crois que les propos ont été quand même... Il y a eu 30 secondes qui ont été extraites d'un propos qui était beaucoup plus long de la part du ministre. Je crois que ce qu'il veut dire surtout, c'est qu'à un moment, on ne peut pas avoir une forme de séparatisme qui existe un peu partout. C'est-à-dire on ne peut pas avoir une société qui serait comme ça, fracturée, morcelée, communauté contre communauté. C'est ça qui est important. Après, que des personnes dans notre pays aient envie de pouvoir vivre leur religion chez eux, la vivre dans leur famille et donc pouvoir tout simplement trouver aussi la capacité à s'alimenter pour pouvoir le faire, je crois que c'est juste pas le débat. Et c'est d'ailleurs pas ce qu'il a voulu dire non plus. Donc, encore une fois, on a un sujet qui est trop important pour qu'on se divise sur des points qui seraient plus accessoires et qui, derrière, on le sait bien, par la force du symbole, vont emporter tout le reste, parce qu'on ne parlera plus derrière des vrais sujets. Quand on parle par contre de la lutte contre la déscolarisation, ça c'est une question qui est essentielle. Ça c'est dans le projet de loi séparatisme. Ça va être dans le projet de loi. Mais de la même manière, quand Jean-Michel Blanquer, moi je me souviens très bien, parce que je vois bien le procès qu'on est en train d'essayer de lui attenter sur ce qui s'est passé, sur la manière avec laquelle est-ce que la hiérarchie a suffisamment soutenu, etc. pour être dans ce département, pour connaître la rectrice, pour connaître les équipes qui travaillent au sein de l'éducation nationale et notamment dans les Yvelines, je peux vous dire que clairement, toute la hiérarchie de l'éducation nationale a soutenu, s'est rendue sur place, a accompagné l'enseignant. C'est ce qui est assez peu commun par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, d'avoir une directrice d'établissement qui va, avec l'enseignant, porter plainte face aux menaces qu'il subit de la part de parents d'élèves de ce même établissement. Mais Jean-Michel Blanquer, il faut se souvenir aussi des polémiques qui existaient quand lui disait clairement les choses dès le début du mandat sur ce qui se passait. Je me souviens quand il expliquait que notamment dans un certain nombre d'écoles, on avait des petits garçons qui n'acceptaient plus de se mettre à côté des petites filles.
tout le monde disait mais il est complètement fou, il fantasme, il exagère la réalité. On le sait depuis le rapport Aubin, depuis 2004 d'ailleurs, c'est François Fillon qui a mis un peu sous le tapis et publié en tout cas ce rapport. Vous êtes membre de la Commission des affaires culturelles, comment on arrive à ramener ces enfants qui ne veulent pas justement chanter la Marseillaise, qui se mettent en marche parfois sur des questions de laïcité, sur la Shoah, sur beaucoup de questions d'histoire. Comment on les ramène et comment on protège les professeurs face à ça? Déjà, parce qu'il y a plusieurs sujets. La question évidemment de toutes les associations de soutien scolaire et de toute la partie déscolarisation. Déjà, la première des choses, c'est de les ramener à l'école. Et qu'elles soient privées sous contrat ou qu'elles soient publiques, mais c'est de les ramener dans un cadre qui a un champ républicain. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont substitués à la République et qu'on ne voit pas, qui sont complètement hors des radars. Et c'est des milliers d'enfants et qui, là, sont concentrés surtout dans un certain nombre de nos quartiers et qui, du coup, disparaissent complètement pour nous. C'est-à-dire on n'a plus aucun droit de regard, finalement, sur ce qui se passe et finalement très peu sur ce qui se passe dans leur famille. Donc la première chose, c'est lutter de manière très claire contre la déscolarisation. Prendre la décision de dire qu'il faut qu'il y ait une scolarisation obligatoire à l'école dès 3 ans, c'est une décision qui est essentielle, qui concerne clairement un certain nombre d'enfants pour les plus grands, de nos quartiers. Mais déjà, ça commence par là, parce que si à partir de vos 3 ans, vous échappez complètement à l'école et au système scolaire tel qu'il existe dans notre pays, vous imaginez bien derrière les difficultés. Ensuite, ça veut dire que pour le coup, il ne faut pas qu'il y ait du pas de vague ou de mettre la poussière sous le tapis. Il faut que systématiquement, dès qu'on a des atteintes claires à des principes républicains, c'est-à-dire dès qu'on a des certificats de complaisance, soi-disant pour des intolérances au chlore, pour que les petites filles n'aillent pas à la piscine, dès qu'on a des minutes de silence qui ne seraient pas respectées, comme l'hommage que nous aurons à Samuel Paty, comme ça avait pu exister déjà à l'époque de Charlie Hebdo, alors il faut que ce soit systématiquement signalé. Alors il faut que les familles soient convoquées, parce qu'un enfant de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans n'a pas l'idée seule de refuser de respecter une minute de silence. Et on va s'arrêter là parce que le temps presse. Merci Élodie Huchard, merci Jim Jarassé d'avoir été avec nous. On va bientôt passer au dessert, il nous sera servi dans quelques instants. Pour l'instant, c'est la 3e partie et c'est le dessous des plats. Alors même au sein de ceux qui se battent pour le bien-être animal, Aurore Berger, la question fait débat. Faut-il interdire l'élevage intensif, veaux, cochons, poules entassées dans des conditions épouvantables au nom de la rentabilité? Alors il existe bien des solutions alternatives. Exemple dans le Morvan, avec cet éleveur de vaches qui engraisse aussi une 50aine de porcs en plein air. C'est un reportage de Clément Perrault. Fabrice Voileau élève une 50aine de porcs dans cette parcelle de maïs. Le tout dans le parc régional du Morvan, le grand luxe pour une vie de cochon. Avec la canicule de fin septembre, ça leur servait d'ombrage. Et aujourd'hui, ça leur sert d'air de jeu dans la boue. Je n'ai pas la psychologie du cochon, mais je pense qu'ils sont heureux, oui, évidemment. Oui. On le voit très bien, ils ne sont pas sauvages, ils ne sont pas apeurés. Ces porcs sont ici pour leur phase d'engraissement qui dure 5 mois. Ils sont d'une race standard, la même que dans les élevages intensifs, et d'après l'éleveur, ils sont parfaitement adaptés au plein air. On a eu les fortes canicules, on a eu la neige, on a eu les gelées, on a eu le froid des -10, -12, sans aucun souci majeur. Mais Fabrice Voileau élève surtout des vaches charolaises. Les cochons, pour lui, c'est juste une activité de complément. Cela lui rapporte autour de 2 500 € par an. Avec 8 autres éleveurs, il est intégré à une filière haut de gamme baptisée Porc Plein Air Morvan. C'est un fabricant d'aliments qui l'organise. Avec 1000 porcs par an, la production reste confidentielle et n'a pas vocation à s'élargir démesurément. C'est un marché de niche. On ne pourrait pas faire que du porc plein air pour nourrir toute la France, c'est pas possible. Pourquoi ? Aujourd'hui, c'est des cycles qui sont assez longs. Nous, on fait du porc de 5 mois, 6 mois, contre du porc qu'on va faire standard à 3 mois et demi. Les animaux, ils ont 120 mètres carrés par cochon. En bâtiment, on est plutôt à 0,65 mètres carrés par cochon. Donc si on mettait tous les cochons de bâtiment dehors, il nous faudrait vraiment une surface énorme, quoi. Prenez l'exemple des poules pondeuses. Imaginons qu'on dise, voilà, on n'a plus de poules pondeuses en cage. En gros, il faudrait libérer, entre guillemets, 200 millions de poules. Il faudrait mettre 200 millions de poules en plein air. Alors imaginez déjà quand on voit le fameux coq Maurice sur son île d'Oléron, le tollé pour un coq qui chante. Imaginez 200 millions de poules en plein air.
Une surface considérable, couplée à des coûts d'engraissement bien plus élevés, le porc plein air n'est pas prêt à remplacer du jour au lendemain l'élevage industriel. D'autant que son prix est plus élevé. Vérification sur l'étal du boucher. Les côtes de porc, le filet mignon de veau, les côtes échines, tout ça, ça vient du porc élevé en plein air du Morvan. Nous, une côte de porc, c'est 11,95 €. Du porc normal, vous allez le trouver à 8-9 €. Puis en grande surface, là, n'en parlons pas, c'est 6 €, 6-7 €. Forcément, c'est plus cher que du porc élevé en batterie. Plus cher, oui, mais d'une qualité nettement supérieure. C'est un petit peu plus ferme. Elle n'est pas grasse du tout. Elle n'est pas granuleuse. Et c'est surtout après cuisson qu'on voit la différence. Elle ne rétrécit pas dans la poêle, elle ne rend pas d'eau. Aujourd'hui, cette viande s'adresse d'abord à une clientèle d'amateurs exigeants ou de consommateurs soucieux du bien-être animal. Aurore Berger, vous avez vu ce reportage. Il y a eu une proposition de loi ici à l'Assemblée du groupe EDS pour interdire notamment l'élevage intensif et l'élevage industriel. Est-ce que vous pensez que c'est utopique de vouloir interdire cet élevage industriel et intensif comme ça, ou que c'est possible? Parce que là, on le voit sur une cinquantaine de porcs, mais est-ce qu'on pourrait vivre comme ça? Si on prend l'exemple notamment du porc, si déjà on devait demain transformer tous nos élevages porcins en plein air, ça coûterait 13 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il y aurait un investissement de 13 milliards d'euros à réaliser pour permettre ce changement. Et ensuite, vous avez une question de marché. Et c'est ce qui est démontré d'ailleurs dans le reportage. C'est-à-dire que forcément, ça coûte plus cher. Et ça coûte vraiment plus cher. Et donc, vous avez une difficulté à la fois avec des Français qui soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas mettre ce prix supplémentaire pour acheter une tranche de jambon, notamment. Donc, on a aussi cette question de marché. Et ensuite... moi, je suis très soucieuse, en effet, des modalités d'élevage, des modalités d'abattage aussi, parce que souvent, ce que nous disent les éleveurs, c'est que, notamment des éleveurs qui vraiment ont déployé des efforts importants, qui se sont modernisés, c'est une fois que mes animaux partent, il y a une question sur le transport, et il y a une question ensuite sur l'abattage et sur cette traçabilité. Donc ça, il y a aussi cette question-là qui est essentielle. Mais quand j'entendais notamment Cédric Villani en parler lors de la proposition de loi, on a l'impression qu'il se réfère à un temps qui n'a pas existé. C'est-à-dire on fantasme ce qui se passait dans les fermes il y a 30, 40 ou 50 ans. Mais enfin, il y a 30, 40 ou 50 ans. Il ne doit pas y avoir un mouvement quand même pour aller vers plus d'élevage en tout cas, ce n'était pas plus respectueux du bien-être animal il y a 30 ou 40 ans. Au contraire, il n'y avait pas du tout cette question du respect du bien-être animal, elle n'était pas encore présente. Et d'ailleurs, le métier était encore plus difficile. Et donc aujourd'hui, les élevages se sont largement améliorés. Comment on tient compte alors justement aujourd'hui du bien-être animal dans des élevages qui sont très importants comme ça? Alors déjà, parce que la taille de l'élevage ne veut rien dire sur la question du bien-être animal. Vous pouvez avoir un élevage très restreint ou pour autant, parce que vous pouvez avoir uniquement une famille qui s'en occupe mais qui peut avoir un moment des difficultés. Moi, je l'ai vécu dans mon département. C'est-à-dire que vous aviez à un moment un éleveur qui n'a pas pu continuer à s'occuper de ses animaux, tout simplement parce qu'il était pris à la gorge, parce que financièrement, il s'en sortait plus. Moi, je vous parle de ces poulaillers, de ce cage qui sont tout entassés. Il avait peu d'animaux. Donc se dire, parce que l'élevage est restreint, du coup, il y aura une attention supplémentaire au bien-être animal, non. Et je peux vous donner d'autres exemples. Chez moi, pareil, vous avez un élevage de 500 vaches. Alors, des gens pourraient hurler en disant 500 vaches, c'est pas possible. Ben, moi, je les invite à venir et à voir comment on peut respecter le bien-être animal, parce qu'on fait preuve d'innovation, parce qu'on a des employés qui y travaillent, et parce que je peux vous dire, pour les avoir rencontrés, qu'il n'y en a pas un qui accepterait qu'on touche à un de ces animaux. Et sur les poules, parce que ça a été un des gros sujets, mais la filière, elle a fait des efforts considérables. Il y en a encore on est à 53% aujourd'hui. Il y en a encore à faire, Aurore Berger. C'est inéluctable, il va falloir quand même abaisser cet élevage intensif. Comment on va s'en sortir? Quelles sont les solutions pour sortir de ce système d'élevage intensif? En jouant sur la consommation de viande, en jouant sur les habitudes alimentaires? Plusieurs choses. Parce que les filières aujourd'hui s'y sont déjà engagées, notamment sur la question de l'élevage de poules, puisque c'était un des premiers sujets sur les poules en cage. Aujourd'hui, alors que l'engagement c'était 50% d'élevage hors cage pour 2022, on est déjà à 53% d'élevage hors cage en 2020. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Aussi parce qu'il y a une traçabilité, il y a une attente très forte des consommateurs. On voit aussi dans la manière avec laquelle c'est mis en valeur en rayonnage, où clairement c'est devenu un atout pour aller chercher le consommateur, d'avoir ce type de produits qui sont mis en vente dans tel ou tel supermarché ou directement évidemment à la ferme. Donc oui, il faut aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a encore des images qui sont diffusées par L214, des vidéos épouvantables, ça existe toujours, donc il y a encore du boulot. Ces vidéos, elles sont insupportables, elles sont épouvantables. Il doit y avoir systématiquement dans ces cas-là des enquêtes sanitaires et des contrôles qui doivent être faits. Est-ce que pour autant ces images, elles suffisent à résumer
tout un secteur, non. Et ce serait profondément injuste de considérer aujourd'hui que nos agriculteurs et que nos éleveurs soient limités à une image, à une vidéo, aussi désastreuse soit-elle. Et vous avez bien signé le RIP, sauf erreur de ma part, ce référendum d'initiative populaire, notamment pour interdire l'élevage intensif. Vous n'êtes pas tout à fait en accord ? Moi, je l'ai signé pour plusieurs raisons. Un, parce que j'en avais assez que ce sujet-là soit considéré comme un sujet qui était finalement extraordinairement secondaire. Parce qu'à chaque fois, sur ces questions, on nous dit finalement, ça peut bien attendre, etc., etc. Sauf que c'est une demande extrêmement forte des citoyens qui nous pousse à agir. Et donc, il n'y a pas de... on ne peut pas en permanence nous dire, finalement, vous verrez bien. Et je peux vous dire que sur ce sujet, depuis 3 ans, pour y travailler avec des députés de mon groupe, au départ, on nous regardait avec des yeux un peu ébahis, en disant, bon... En plus, on n'est que des femmes à avoir travaillé au départ sur ce sujet. Bon, elles sont bien sympas, mais ce n'est pas la priorité du moment. Et puis, elles vont retourner s'occuper de leurs chats et de leurs chiens, et ce sera bien suffisant. Il y avait quand même beaucoup de condescendance, il y a encore peu de temps, quand on voulait s'occuper un peu sérieusement de ces questions-là, qui sont importantes quand même, parce que c'est la traçabilité, tout simplement, de notre alimentation. C'est la capacité aussi à mieux rémunérer nos agriculteurs et nos éleveurs, parce qu'ils Donc vous avez fait ça pour faire bouger les choses. Moi, je veux que ça bouge. Il y a pas mal de propositions qui n'ont pas pu passer à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elles vont revenir ? Est-ce qu'elles vont être reprises par le groupe majoritaire ? Moi, je souhaite clairement qu'on puisse porter dans mon groupe une proposition de loi sur la question du bien-être animal de manière très large. C'est à la fois la question de l'achat compulsif des animaux parce qu'en animalerie, objectivement, ça n'est pas approprié. Et ce n'est pas de cette manière-là que vous pouvez éduquer un enfant quand il voit, en effet, derrière des petites vitres, un bébé labrador où forcément il n'a qu'une envie, c'est de le récupérer et de le ramener chez lui. Je pense qu'on l'a tous vécu. Sauf que derrière, l'achat compulsif, ça ne vous prépare pas à ensuite être en capacité d'éduquer et d'élever un animal. Donc vous avez cette question-là. Et l'abandon, on est quand même, encore une fois aujourd'hui, le recordman d'Europe de l'abandon des animaux. Donc on a ce sujet-là de rapport à l'animal et de maltraitance qui doit absolument être amélioré. On doit améliorer aussi les conditions sur l'élevage, mais je crois très sincèrement, pour y avoir travaillé, qu'aujourd'hui, les filières ont démontré qu'elles savaient améliorer les conditions d'élevage et le faire de manière très claire. Si en permanence on essaye de jeter du discrédit, et on trouvera malheureusement toujours une image malheureuse, on trouvera toujours une vidéo insupportable. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les condamner. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas résumer un secteur... Surtout nos agriculteurs à cause de ça. Aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est le taux de suicide de nos agriculteurs. C'est une des professions. Et le revenu et le minimum retraite. Les revenus de nos agriculteurs. On a quasiment un éleveur sur 3 qui produit du lait qui nous dit qu'il va arrêter. Et qu'est-ce qu'on veut ? On veut, à la fin, importer du lait, ne plus être souverain sur ces questions-là. Donc, il y a aussi ça. Et donc, je pense qu'il faut être aussi très vigilant dans la manière avec laquelle on en parle. Alors, il nous reste quelques minutes. On passe au péché mignon. Ah, le moelleux au chocolat Aurore Berger, un symbole d'une pâtisserie galvaudée, parce que quand on voit que dans toutes ces brasseries parisiennes ou ces restaurants, on peut manger ce petit moelleux au chocolat, mais qui a été confectionné sous vide, juste réchauffé au dernier moment, alors qu'il demande beaucoup d'attention. D'où le fait maison. Voilà, le fait maison. Et ce qui fait la réussite, c'est bien sûr cette petite croûte, mais surtout ce cœur coulant, fondant. Le secret, c'est bien sûr de mettre cette pâtisserie au réfrigérateur et la faire chauffer 6 à 7 minutes, puisque le gâteau n'aura pas le temps de cuire et que le cœur sera encore fondant et coulant, alors que le four aura chauffé l'extérieur. Voilà. Alors, on va essayer, on va faire le test. Aurore, il faut couper ce fondant et voir si le cœur est coulant. Si le cœur est coulant, il est réussi. S'il est dur, il est raté. Ah là là, mince alors. Non. Je crois qu'on peut dire qu'il est réussi. Alors, le problème, à la décharge de notre restaurateur, il est resté un petit peu au chaud, donc il a pu... Mais effectivement, il faut le servir chaud et il est tiède ou froid à l'intérieur et coulant. Mais il est très bon et fort en chocolat parce que vous aimez le chocolat, je crois. Exactement. C'est votre péché mignon, vous en mangez souvent. Oui, le chocolat, c'est un problème. Vous avez une petite tablette de chocolat dans votre bureau? Non, j'évite parce qu'en général, elle ne reste pas très longtemps. Donc oui, c'est un problème, le chocolat. Et le moelleux, c'est aussi ce mélange des textures, quoi, le coulant, le plus c'est la croquant douceur, à l'extérieur. en fait. C'est la surprise aussi, justement, de la découverte. Est-ce que ce sera ou non vraiment moelleux à l'intérieur? Et je trouve que voilà, il est parfaitement réussi, en tout cas. Et le chocolat, vous le mangez sous toutes ses formes, enfin en mousse au chocolat, en gâteau. C'est à la tablette. Et une tablette, la vraie tablette 70%, de chocolat. 70 et au-dessus 70.
au moins 60. Et vous êtes du genre, je commence la tablette, je vais jusqu'au bout, vous la mangez entièrement ou pas? C'est ça ma difficulté, c'est qu'à partir du moment où il y a une tablette dans le bureau, donc j'essaye d'éviter d'en apporter. Donc si on veut vous faire plaisir, on vous offre des chocolats. Ah oui, ça, sans problème. Et vous choisissez aussi les crus, parce que maintenant il y a les chocolats péruviens, équatoriens, brésiliens, vietnamiens. Des vrais chocolatiers. Ducasse a une chocolaterie où vraiment on peut aller voir plusieurs crus différents. Exactement. Et moi j'ai découvert ça aussi chez des vrais chocolatiers, c'est-à-dire qui vont eux-mêmes sur place, qui vérifient là encore quand on parle de traçabilité, la manière avec laquelle c'est exploité, les personnes qui travaillent aussi sur ces exploitations-là, et des goûts extraordinairement différents en fonction des pays de provenance du cacao. Donc ça, c'est assez fascinant. Profitez-en bien, car le réchauffement de la planète pourrait flinguer le cacao, malheureusement. Profitez-en, vous allez pouvoir le terminer. Merci à vous, Aurore Berger, d'avoir participé à cette émission. Merci Jean-Pierre. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table. Et bien sûr, on remercie chez Françoise qui nous a préparé ce très bon bœuf bourguignon et ce moelleux au chocolat très réussi. Merci à vous tous.